Alors, trop de sport chez l'enfant limite la croissance. C'est heureusement faux. Très souvent, les parents d'enfants sportifs ont peur que le sport n'entraîne la fabrication de trop de muscles et que les forces auxquelles est soumis l'enfant sportif ne l'incitent à se tasser. À trop de contraintes, il y aurait une petite taille, le sportif serait petit, râblé, explosif, mais pas élancé, et cela à cause du sport? Non. Pendant la croissance de l'enfant, la pratique du sport sollicite beaucoup ses muscles, mais l'enfant a peu de testostérone et donc peu de masse musculaire. S'il fait beaucoup de sport, il a des muscles qui sont bien dessinés, mieux que ceux de ses camarades. Mais il est faux de croire que les muscles tirent sur les os et entraînent une diminution de taille de l'enfant. La pratique du sport met plutôt en évidence le morphotype, c'est-à-dire l'allure, le rapport entre le poids et la taille, la longueur du dos par rapport à celle des jambes, qui est génétiquement déterminée pour l'enfant. L'enfant prend progressivement la physionomie générale, corporelle, c'est-à-dire l'aspect longiligne ou plus trapu qu'il doit à ses parents. La pratique du sport peut amplifier un aspect hypertrophique génétique des muscles, mais le sport ne ralentit pas la croissance. Il faut bien entendu écarter certains sports qui sont peu pratiqués en France, comme l'haltérophilie, où les sollicitations répétées sur les cartilages de croissance finissent par les stériliser et empêcher toute croissance. De la même manière, il faut faire attention dans la pratique de la gymnastique, car il y a un risque de retard de règles par l'entraînement et le régime imposé, et donc un retard pubertaire, qui peut donner l'impression que les jeunes filles ou les gymnastes ont une petite taille. Généralement, ces gymnastes ou ces danseurs récupéreront leur taille prévue génétiquement par la suite. Enfin, il ne faut pas oublier que certains sports sont très exigeants sur le plan sportif et ne peuvent être réalisés que par certains gabarits ou certains sportifs qui ont un morphotype qui les prédispose à avoir de bons résultats. Il y a là une véritable dérive, en fait, dans l'appréciation de la qualité du geste par le jury. Par exemple, en gymnastique, dans la danse, en patinage artistique. Certains jugements rendus dans la notation de ces disciplines ont conduit à de graves aberrations, puisque seuls des athlètes artificiellement infantilisés étaient susceptibles de réussir encore certaines acrobaties qui étaient imposées autrefois, voire même dans les cirques. Question 9. La pratique du sport d'endurance permet de développer tôt les capacités cardiaques et pulmonaires chez l'enfant. C'est plutôt faux. L'entraînement sportif repose pour une grande partie sur la stimulation et l'adaptation progressive du système cardiovasculaire. La tentation est grande, si l'on veut développer les capacités sportives et d'endurance d'un enfant, de le soumettre à des exercices de force croissante, avec pour objectif la stimulation cardiaque, comme chez l'adulte. Le cœur serait un muscle comme un autre, et comme les autres, il peut être renforcé, hypertrophié, surtout pas. L'enfant ne peut s'entraîner en endurance et en résistance parce que très rapidement, il est fatigué. Il n'a pas de réserve. Il n'a pas ces réserves nécessaires de glycogène qui sont indispensables à l'exercice aérobie. Et il manque de motivation pour prolonger son effort. Le rapport de l'Académie nationale de médecine, en 1983 déjà, sur l'entraînement sportif intensif, précoce, et ses risques générés, concluait que le développement récent organisé dans l'entraînement sportif et précoce chez l'enfant et l'adolescent apparaît guidé principalement par les considérations de prestige, politiques, économiques et sociales, dont les finalités sont bien différentes de celles d'initiation sportive du jeune. Des séquelles d'ordre locomoteur, d'ordre cardiovasculaire ou endocrinien doivent attirer l'attention. On ne saurait négliger certains retentissements psychiques, y compris ceux dus à l'échec, promis au plus grand nombre après les efforts sans rapport avec l'âge. Fermez les guillemets. C'était l'Académie nationale de médecine dans les années 80 qui disait cela, et cela reste vrai. L'entraînement chez l'enfant ne permet pas, d'après quelques études conduites, seulement et heureusement, d'améliorer l'adaptation cardio-pulmonaire à l'effort.
La fonction cardiaque permet aussi la régulation thermique, qui constitue une grosse part de la consommation calorique de l'organisme pendant l'effort. L'enfant peut présenter des défaillances d'adaptation à l'effort et sa température augmente parfois aussi de manière démesurée. La production d'acide lactique est restreinte chez l'enfant et limite son entraînement à la résistance, car elle a une faible réserve de glycogène et les enzymes nécessaires à la production de l'acide lactique sont moins actives. Ce n'est que vers 18 ans que l'on pourra définir de véritables entraînements en résistance. À notre avis, il faut limiter la dépense d'énergie de l'enfant à l'activité physique et non pas au sport. Dans l'activité physique, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de recherche de performance particulière. Alors que le sport, lui, demande un geste technique à affiner en permanence. Les muscles et les articulations qui ne sont pas seulement mobilisés, mais sont soumis à une véritable pratique répétitive en vue d'une réussite, d'une compétition ou d'une place sur un podium, qui ne doit pas être envisagée avant l'âge de 11 ou 12 ans, si on veut être raisonnable. Question 10. Le sport peut déclencher des douleurs de croissance chez l'adolescent. C'est vrai. À partir de 10 ans, la croissance des enfants s'accélère pour être maximale au moment de l'adolescence. Cette croissance se fait d'abord au niveau des pieds, puis des membres inférieurs, et se termine enfin par celle du rachis ou colonne vertébrale. D'abord au niveau des pieds, un os secondaire apparaît en arrière du calcanéum et est appelé noyau d'ossification secondaire du calcanéum. Il se trouve en arrière du talon et c'est le point d'attache de l'aponévrose plantaire en bas et du tendon d'Achille en arrière et en haut du talon. Ce noyau d'ossification secondaire est uni au calcanéum par un cartilage de croissance par lequel le pied grandit. Il est mis en traction de manière répétée lors des efforts sportifs, course, escalade, propulsion, et ces efforts peuvent être responsables de douleurs locales. C'est ce qu'on appelle la maladie de sévère. Et un traitement est souvent nécessaire qui comprend une restriction des activités sportives, scolaires essentiellement, mais aussi de loisirs, la gestion des activités sportives en club en fonction des douleurs de l'enfant, le port de talonnettes le plus souvent qui sont adaptés et qu'on peut trouver soit en pharmacie, soit auprès d'un podologue, de la kinésithérapie parfois, tout ce qui vous sera proposé par votre médecin, spécialiste ou généraliste. D'autres douleurs de croissance en rapport avec ce que l'on appelle des ostéochondroses ou apophysoses sont possibles au niveau du pied. Alors, en fonction de l'os touché, ce sont les atteintes au niveau du scaphoïde, de scaphoïdite de Köhler-Mouchet. Au niveau du deuxième métatarsien, l'ostéochondrose de Freiberg ou maladie de Freiberg. Et parfois, on a une atteinte des sésamoïdes du gros orteil qui sont appelées sésamoïdites de Renandeur. L'ensemble de ces douleurs doit toujours être étiqueté avec précision. Comme il survient chez un enfant en croissance, ces douleurs ne sont jamais bénignes. Il faut toujours faire un bilan radiographique et échographique pour dresser un diagnostic précis de la lésion et adopter une stratégie thérapeutique adaptée, souple, rassurante, mais toujours vigilante. Lorsqu'on est sûr qu'il s'agit d'une douleur de croissance, le meilleur traitement est souvent le port de semelles et des soins locaux pendant quelques semaines. La description précise de l'origine des douleurs et le dessin que l'on fait à l'enfant permettent le plus souvent de le rassurer et le conduiront à confirmer son sport dans les meilleures conditions. Ces douleurs de croissance évoluent généralement sur une période de quelques mois, de 3 à 18 mois au maximum. Au niveau des genoux, les noyaux d'ossification secondaire apparaissent entre 10 et 14 ans. Plus tôt chez la fille, un peu plus tard chez le garçon. L'un au niveau de la pointe de la rotule et l'autre à hauteur de la tubérosité tibiale antérieure, cette bosse que chacun présente à l'âge adulte, en avant et en haut du tibia. Le noyau d'ossification secondaire, situé en avant de l'extrémité supérieure du tibia, formera par la suite la tubérosité tibiale antérieure. Au niveau de la pointe de la rotule, apparaît une gangue cartilagineuse qui formera par la suite l'extrémité inférieure de la rotule, qui est prolongée en bas par le tendon rotulien. S'il y a des tractions répétées sur l'appareil extenseur de l'enfant en croissance, il peut y avoir des douleurs au niveau de ces points d'ossification. Au niveau de l'extrémité supérieure du tibia, on parle de maladie de Zugstatter. Au niveau de la pointe de la rotule,
on parle de maladie de Singling-Larsen. Au niveau du dos, il faut toujours, lorsqu'un enfant se plaint du dos de manière prolongée après la pratique d'un sport, consulter un médecin spécialiste ou votre médecin traitant pour écarter les hypothèses d'une atteinte sévère fracturaire, comme cela peut se rencontrer souvent dans la pratique de la danse, classique ou moderne, parfois jazz ou rock, dans la pratique du patinage, du football, du rugby, de la gymnastique, rythmique et sportive ou gymnastique tout court, le spondylolisthésis ou l'isismique. Si on constate ce type de fracture, parce que c'est une véritable fracture, il est évident et logique d'immobiliser immédiatement le rachis lombaire de l'enfant par un lombostat, d'arrêter le sport, et en particulier celui qui a été initialement traumatisant, et ça, hélas, pour au moins 6 mois. Parce qu'il n'est rien de plus révoltant pour nous que d'examiner et de découvrir de jeunes adolescentes ou des enfants soumis à des contraintes dites artistiques, excessives et responsables de véritables fractures lombaires. Il ne faut pas oublier que certaines pratiques d'entraînement peuvent, même en 2026, être passibles d'amendes et de peines d'emprisonnement lourdes, puisqu'il s'agit de véritables maltraitances. Enfin, on peut découvrir une scoliose ou une maladie de Sherman ou un traumatisme cervical grave. Il faut parler alors, à ce moment-là, avec l'enfant de l'intérêt qu'il trouve dans le sport traumatisant, le judo, la danse, la gymnastique. Et il faut discuter aussi avec les parents du bénéfice apporté par la pratique de ce sport par rapport au risque que cela entraîne pour la statique de l'enfant et pour les douleurs futures potentielles à l'âge adulte. Question 11. Certains sports sont proposés à l'enfant en fonction de sa taille. C'est vrai. Un enfant peut normalement pratiquer quasiment tous les sports, mais il ne réussira pas dans certains et sera plus performant dans d'autres. Cela ne dépend pas seulement de sa taille, mais plutôt de son morphotype, c'est-à-dire la manière dont il est bâti, dont il a hérité de ses parents. Il existe 3 morphotypes d'enfants. L'enfant endomorphe, plutôt petit et costaud. L'enfant ectomorphe, plutôt longiligne. Et enfin, celui qu'on appelle de manière un petit peu barbare l'enfant mésomorphe, c'est celui qui est dans la moyenne. L'enfant endomorphe a un centre de gravité bas, et ses 2 membres inférieurs sont relativement courts, et leur masse osseuse et musculaire est importante, au niveau du bassin et des cuisses. Sa musculature est ronde, il a tendance à se tenir très cambré, il est plutôt raide, et ses amplitudes articulaires sont limitées. Ces éléments le disposent mieux à certains sports tels que le ski, le judo, le lancer, étant donné que son équilibre est bon. La puissance de ses membres inférieurs peut être utilisée dans la pratique du rugby, du football ou dans d'autres jeux de course avec sprint. Mais il sera moins doué pour les sports d'endurance tels que l'athlétisme de fond ou de demi-fond. La taille de l'enfant endomorphe est aussi un critère de choix. S'il est petit, il faudra l'orienter dans les sports à catégorie de poids, comme le judo ou la lutte. S'il est de taille moyenne, il fera un excellent skieur. S'il est de grande taille, il peut devenir lanceur de poids, de disques, de marteau, quoique ces sports soient peu pratiqués en France. L'enfant ectomorphe a un centre de gravité plus haut par rapport à l'enfant endomorphe. Ses membres inférieurs sont longs, ses muscles longs et plus fins. Cet enfant a des facilités pour les sports qui nécessitent de la souplesse, le saut, la gymnastique rythmique et sportive, la danse. S'il a une capacité pulmonaire favorable, il pourra être orienté vers les sports d'endurance, fond, demi-fond. L'enfant mésomorphe a un morphotype intermédiaire entre les 2 précédents. Le choix de son sport va essentiellement dépendre de sa taille. Ce sera généralement un enfant qui aura un bon sens de l'équilibre, qui sera bon en gymnastique et dans les sports d'acrobatie. Donc la pratique des sports proposés au plus haut risque d'accentuer chacun des morphotypes. Et il faut relativiser ces prescriptions sportives. Il vaut mieux que l'enfant pratique plusieurs sports pour que ses aptitudes soient multiples et pas uniquement orientées vers la pratique d'un seul sport. S'il se destine à la pratique en haut niveau ou au sport professionnel, des réserves peuvent très tôt tempérer son enthousiasme si l'on se rend compte que son morphotype ne lui permettrait pas de répondre aux seuls critères esthétiques ou techniques de base, comme pour la gymnastique, la danse, le patinage ou le basketball. Voilà, stop avant la 11e question. C'était la fin de la 10e.